E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Eurocomics, o canal, né, dos quadrinhos europeus no YouTube. E tô eu aqui, PH, totalmente adaptado, né, totalmente vestido, como vocês podem ver, para apresentar esse vídeo, né, com essa camisa aqui, com essa estampa aqui de mangá, muito estilosa. E é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o Capitão Harlock, que é um personagem japonês. Então é o seguinte, esse personagem é super cultuado lá no Japão e também na França. E ele está voltando, né? Na verdade, já voltou, né? Foram produzidos 3 álbuns deste herói por um fã, né, da série, que é também um desenhista incrível, que se chama Jérôme Alquier. Então ele publicou pelas edições Kana esses 3 álbuns, né, que inclusive estão aqui, que você vai conhecer agora. Mas antes vamos descobrir algumas coisas sobre o herói. O Capitão Harlock é um personagem de mangá criado por Leiji Matsumoto, que começou a ser publicado em 1977, narrando as aventuras deste anti-herói que se tornou pirata depois de se rebelar contra o governo da Terra. O Capitão Harlock, que se desloca a bordo de sua nave Arcadia, logo ganharia uma série de desenhos animados em 1978, realizados pela Toei Animation, um filme em 1982 intitulado Capitão Harlock e a Nave Arcadia, e um filme de longa-metragem feito por computador em 2013. Em 2014 ganhou o novo mangá Captain Harlock Dimensional Voyage, desenhado por Koichi Shimaboshi. A grande novidade em relação ao personagem aconteceu em 2019, quando o francês Jérôme Alquier começou a publicar pelas edições Kana a sua versão francófona do Capitão Harlock, que na França é conhecido como Capitão Albator. A gente recebeu da Mediatom os 3 álbuns dessa nova série, que se chama Capitão Albator, Memórias da Nave Arcadia, com histórias inéditas de Albator. E ele chega em belos álbuns cartonados, coloridos, impressos em papel especial. De cara, o Capitão Harlock enfrenta as ameaças das Sylvidres e de um perigoso e extremo resfriamento que se espalha por todo o planeta Terra e que poderia estar ligado a uma dessas Sylvidres, porém, uma mutante gigante que pertence a esse povo. Conseguirão o Capitão Albator e sua equipe resolver esse mistério e salvar nosso pequeno mundo azul de um desastre iminente? Lembrando que Leiji Matsumoto é também o criador da Patrulha Estelar. Pois é, e a gente aproveita para mostrar alguns itens da nossa coleção do Capitão Albator, incluindo os 3 volumes de Jérôme Alquier, uma revista em quadrinhos em inglês dos anos 1990 e 5 colecionáveis. E aí, gostou de conhecer o Capitão Harlock? Pois é, neste episódio do Eurocomics, a gente vai trazer 2 fãs do personagem. O primeiro é o meu amigo e tradutor Pedro Bolsa, ele é português, e vai falar um pouquinho sobre a relação dele, né, com este ícone do mangá, do anime, enfim. Vai lá, Pedrão! Olá, PH! Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Bolsa, eu sou engenheiro, mas também faço tradução de quadrinhos, traduzi Relatório de Brodeck para o Pipoca e Nanquim, traduzi Incal, traduzi um monte de coisa. A minha relação com o Capitão Harlock é a seguinte, pouca gente sabe, mas o longa-metragem do Capitão Harlock, que no Brasil se chamava O Capitão Harlock e a Sua Nave Arcadia, foi exibido pela Manchete lá por meados dos anos 80, coisa que o valha. Na época eu não assisti, eu conhecia a obra do Matsumoto pelo Patrulha Estelar, que era muito mais famoso no Brasil na época. Mas, mais tarde, assim, no início dos anos 90, entrei em contato com um amigo meu que havia gravado esse filme. Ele passou para mim, né, com a dublagem da época. Gostei muito e desde então eu tenho acompanhado o melhor que eu posso o Capitão Harlock. Eu até tenho esse filme, ser um DVD português, não só aí, como parte de uma das séries de DVD que saiu na França. Isso aqui inclui o longa-metragem original. Isso aqui é a série original. Esses são DVDs franceses mesmo. Tá como Albator. Eu tenho outras séries. Enquanto eu morava no Brasil, eu também comprei o famoso mangá original. Esse mangá aqui, na verdade, é italiano. Eu importei.
na época era barato. Então eu sou um grande fã do personagem já há muitos anos e tô louco para ver como é que ficou essa versão franco-belga do personagem. Um abraço. Valeu, grande Pedro Bolsa, obrigado aí pela sua participação, obrigado por você ter enviado o vídeo aí diretamente de Portugal. Gostei de saber que você guarda aí essas preciosidades. Muito obrigado, volte sempre. E agora a gente vai colocar no ar o outro fã, né? Vamos ter outro convidado especial dessa vez, o Jérôme Alquier, que é o desenhista francês que publicou 3 álbuns do Capitão Harlock, ou seja, o Capitão Albator, mas numa versão BD, ou seja, quadrinho, capa dura, papel especial. Fez um trabalho muito bacana. A gente começa a falar em francês a partir de agora. Vamos lá? Bonjour, bonjour, Jérôme Alquier. C'est un immense plaisir de vous accueillir ici sur Eurocomics. Félicitations pour ces 3 albums incroyables du Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia, publié chez Kana. Bonjour PH et bonjour à tout le Brésil. Bonjour, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer comment est née votre passion pour les capitaines Albator? Alors oui, si tu veux, Albator, c'est arrivé en France en 1980. Moi, je suis de 1975. Hein. Donc, j'étais un petit peu petit à l'époque pour regarder Albator quand il est passé à la télévision, du moins la première fois. Mais je l'ai redécouvert un petit peu plus tard, en 94, lors d'une rediffusion. Mais enfin, voilà, c'était comme ça que je l'ai découvert. Et quand je suis tombé dessus, c'était un petit bout du film Arcadia de ma jeunesse. Et quand j'ai vu ça, je dis, mais comment j'ai fait pour passer à côté de ça? C'est absolument génial comme dessin animé. Le personnage très charismatique, des musiques extrêmement mélodramatiques. Tout ce que j'aimais en fait dans le dessin animé était là. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et depuis 94, je n'ai pas cessé d'aimer ce personnage et d'aimer le dessiner aussi. Et comment vous êtes venu l'idée de développer enfin cette version européenne en BD, en bande dessinée du Capitaine Albator? Eh bien, écoute, moi, j'avais fait un petit peu de bande dessinée avec les éditions Delcourt, que tu dois connaître, puisque oui, je suis spécialiste de la bande dessinée franco-belge. Merci. Donc, j'avais travaillé avec Delcourt sur une série qui s'appelait Surnaturel en 2010. Et puis, j'avais beaucoup aimé l'exercice, même s'il y avait eu 4 volumes, on avait été obligé de s'arrêter. J'avais beaucoup aimé l'exercice de la bande dessinée, de ce format-là, si tu veux. J'aime beaucoup aussi l'idée de faire des grandes pages en couleur, contrairement aux mangas qui sont plus petits en noir et blanc. Et puis, comme j'étais passionné des dessins animés japonais de mon enfance, et plus particulièrement d'Albator, comme on l'a expliqué juste avant, j'ai eu l'idée de matcher les deux, le plaisir du média qui était la bande dessinée franco-belge avec le dessin animé d'Albator. Et à ce moment-là, j'ai contacté les éditions Kana, qui sont en fait, tu le sais, en France, c'est les éditeurs principaux de Leiji Matsumoto et de la plupart de ses œuvres. C'est eux qui ont édité en manga Captain Harlock, enfin Capitaine Albator. C'est eux qui ont édité aussi Galaxy Express, par exemple, et puis d'autres histoires liées à Matsumoto. C'était donc assez légitime de travailler avec eux et de collaborer sur ce projet-là. Donc, et comment s'est passé pour vous la façon d'associer la réalisation du scénario, des dessins et des couleurs de cette série? Parce que oui, votre travail est incroyable. Écoute, c'est gentil, je te remercie. J'aime bien m'occuper des couleurs et du dessin, forcément, parce que je suis dessinateur et illustrateur à la base, donc j'aime bien avoir la possibilité de coloriser mes dessins. Pour le scénario, c'était une petite nouveauté pour moi, parce que j'avais jamais été scénariste avant, mais je connais très très bien la série de 78, dont est tirée Mémoire de l'Arcadia. C'est une série qui m'a toujours fasciné dès que j'ai commencé à la connaître. Elle est peut-être un petit peu moins bien dessinée que ce que peut être la série de 84 ou le film d'Arcadia de ma jeunesse. Mais je la trouve vraiment très enivrante, cette série-là, avec plein de moments de silence, avec la muse qui joue de la harpe, etc. Donc, il y a plein de choses qui me plaisaient et j'ai eu envie, en fait, de donner une sorte de 43e épisode à la série, puisqu'elle en compte 42, pour faire continuer un petit peu l'ambiance que je pouvais et surtout l'émotion que je pouvais ressentir devant cette série-là. Voilà, c'est comme ça que c'est né et j'ai essayé d'être le plus fidèle possible aussi à ce que le dessin animé et aussi le manga que j'ai découvert un petit peu plus tard, parce qu'en France, tu sais, on a eu les mangas 10 à 15 ans après les dessins animés. Oui. Je voulais faire retrouver aussi aux gens qui avaient connu Albator dans les années 80 l'émotion que je pouvais avoir, moi, en regardant le dessin animé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, tu vois, on a choisi pour la bande dessinée, non pas de faire un manga noir et blanc petit format, mais faire quelque chose de grand format, parce que dans les années 80, c'est vrai que c'était le format qui était le plus répandu chez nous.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on importe beaucoup le manga en France, mais à cette époque-là, dans les années 80, on n'avait pas de manga. Et les bandes dessinées et les dessins animés, c'était vraiment télévisuel avec des couleurs. Et j'ai essayé de retranscrire ça au travers de la BD franco-belge, parce que je trouvais que c'était un média qui se prêtait mieux au public cible, qui étaient les gens des années 80-90, qui avaient découvert ça à la télé. Ah oui. Quels ont été les plus grands défis concernant la transposition du Capitaine Albator du manga au format album? Écoute, on a travaillé en collaboration directe avec Leiji Matsumoto, qui est le créateur d'Albator au Japon, ainsi que son éditeur papier au Japon, qui s'appelle Akita Shoten, un éditeur de manga extrêmement connu là-bas. Ce qui a été compliqué, je ne sais pas si c'est compliqué, mais ce qui a été un cadre bien précis, c'était ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Nous, la base en fait de notre travail vient du manga de Leiji Matsumoto, et donc il y avait certaines contraintes qu'il fallait respecter par rapport aux caractéristiques physiques et psychologiques des personnages. Il fallait en effet ne pas les trahir, rester très fidèle à ce que Matsumoto avait créé. Et aussi, ce qui était important pour lui, c'était le relationnel entre les personnages. Tu vois qu'une amitié soit bien maintenue, tu vois qu'il n'y ait pas une histoire d'amour qui naisse d'une amitié que lui avait créée parce que ça ne correspond pas à ce que lui avait à l'esprit. Mais à part ça, à part ces contraintes-là, on avait pas mal de liberté, notamment sur l'histoire, ce qui nous a permis de raconter un arc narratif inédit par rapport à ce qui existe dans le manga. C'est peut-être ça qui a été le cadre, c'est même pas des contraintes en fait, c'est plus un cadre à respecter. Et voilà, et je me suis forcé de respecter ce cadre-là, qui n'était pas un sacrifice pour moi, parce que de toute façon, j'aurais respecté ce cadre-là, parce que c'est aussi la fidélité et le respect de l'œuvre originale. Mais voilà, il y avait ce cadre qui existait. Bien sûr, et moi je pense que quand un personnage est déjà mort dans la série originale, il reste mort dans votre BD, comme dans le cas de Toshiro, n'est-ce pas? Bien sûr, il vit en fait à l'intérieur il est l'âme de l'Arcadia, il est à l'intérieur de l'ordinateur. C'est lui qui a construit l'Arcadia, le vaisseau d'Albator, et donc il s'est projeté au moment de sa mort physique, il a projeté son âme à l'intérieur de l'ordinateur et maintenant il vogue avec son meilleur ami à l'intérieur de l'ordinateur de l'Arcadia. Et clairement, dans le titre Mémoire de l'Arcadia qu'il peut y avoir, en dessous du Capitaine Albator sur la bande dessinée, il y a cette notion on parle un peu de Toshiro d'une certaine façon dans le titre. Et pouvez-vous nous décrire votre rencontre avec Leiji Matsumoto? Quand et où cela s'est-il passé, ainsi que la réaction du maître en voyant votre travail? A-t-il supervisé la création de l'histoire et le développement des planches? Dès le début, dès 2017, quand on a commencé à travailler sur le projet, on a tout envoyé au Japon. Donc, que ce soit le scénario, le storyboard, les planches finales, tout est passé entre les mains de Leiji Matsumoto et tout a été validé. J'avais quasiment fait les 2 premiers albums quand le premier est sorti dans le commerce en France et ça coïncidait avec la Japan Expo de 2019, en juillet 2019, et c'est là que Leiji Matsumoto était invité comme mangaka d'honneur de ce festival en France, et c'est à cette occasion-là que je l'ai rencontré pour la première fois, bien que ça fasse déjà 2 ans qu'on collabore sur ce projet-là. Ça a été notre première rencontre physique, et alors pour te raconter un petit peu cette rencontre, je me suis retrouvé en face de lui, un peu dans cet état d'esprit-là, avec une petite phrase que je m'étais préparée pour lui dire, voilà, je vous remercie énormément pour l'honneur que vous me faites de pouvoir travailler sur ce personnage, etc. Et puis, il m'a un petit peu coupé, il a parlé en japonais. Je ne comprends pas le japonais, mais heureusement, il y avait un traducteur. Et puis, je voyais qu'il se tapait comme ça, tu vois, sur le torse. Et le traducteur me dit, non, là, en fait, il te dit, ne me remerciez pas, c'est moi qui vous remercie de faire vivre mon personnage en dehors du Japon, sur les terres françaises que j'aime énormément, etc., quoi. Et donc forcément, c'était, tu t'en doutes, très émouvant. J'ai dû mettre une bonne dizaine de minutes à m'en remettre. Et puis, on s'est rencontrés plusieurs fois après pendant la Japan Expo. Il est même venu sur le stand que j'avais des Mémoires de l'Arcadia. Je lui ai dédicacé un album. C'est la photo que tu vois d'ailleurs derrière le tome 2 que je vois derrière toi. Dans la 4e des couvertures de l'album. C'est ça, exactement. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est un artiste incroyable, un auteur incroyable et un monsieur incroyable aussi, parce qu'il est d'une grande gentillesse, d'une grande bienveillance tout au long du projet. Il nous a abreuvé de messages, vraiment de soutien et de bienveillance pour dire continuez comme ça, on sent toute la passion qui est la vôtre au travers de ce projet-là. Continuez à
à prendre du plaisir à dessiner mon personnage et ce plaisir-là sera transmis après au lecteur. Tu vois, c'était ce genre de relation qu'on avait et vraiment, je l'en remercie énormément. Un, de m'avoir permis de faire ce projet-là et deux, d'avoir autant été un œil bienveillant et le plus grand supporter de ce projet-là. Alors, on va continuer à parler du maître Leiji Matsumoto. Hein. Dans cette série, Jérôme, vous rendez hommage à Leiji Matsumoto sous la forme du professeur Reiji. Comment Leiji Matsumoto a-t-il reçu cette déférence? Écoute, c'était assez rigolo parce que j'ai reçu un petit message en effet du Japon pour me dire que Leiji Matsumoto était très honoré et un peu amusé aussi de se retrouver dans l'album comme ça. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'apparitions de Leiji Matsumoto dans les dessins animés, soit de Galaxy Express, soit autre chose, soit même par exemple, on parlait tout à l'heure de Arcadia de ma jeunesse, d'Albator. Voilà, il fait des toutes petites apparitions, des tout petits caméos. Moi, je voulais vraiment qu'il soit présent pour le remercier. Et sans spoiler, hein, t'inquiète pas, il n'y a pas de spoil alerte, mais dans les 3 albums, il est en effet présent, sous les traits du professeur Reiji, comme tu as dit. Et plus particulièrement, il a vraiment une scène qui lui est réservée, rien que pour lui, dans le tome 3, où je fais dire à son personnage certaines choses que lui-même dit volontiers en interview, ce qui fait que ça donne encore plus d'assimilation entre le personnage fictif de la BD et l'auteur Leiji Matsumoto. Y a-t-il une possibilité que votre Capitaine Albator soit publié au Japon? Et dans ce cas-là, comment résoudre les problèmes liés au fait que là-bas, la lecture s'est faite de droite à gauche? Parce que c'est un problème. Alors, c'est une question que je trouve très pertinente, que tu me poses là. Et finalement, je vais te répondre en revenant au tout début du projet. Avant qu'on commence à travailler, on s'est rencontré avec Akita Shoten, comme je te disais, qui est l'éditeur papier de Leiji Matsumoto, et celui qui était là pour faire le lien entre nous, c'est-à-dire moi-même et les éditions Kana, avec Leiji Matsumoto. Et au début, Akita Shoten avait un peu tiqué quand on avait dit qu'on voulait faire une BD au format franco-belge. Justement, ils disaient « Ah, mais pourquoi vous ne faites pas du manga ?» etc. Parce qu'eux-mêmes avaient déjà l'idée de le sortir au Japon. Et forcément, étant éditeur de manga, ça paraissait logique qu'on leur donne le format qu'ils ont l'habitude de voir publier. Et nous, on avait au contraire défendu le format franco-belge pour les raisons que je t'ai données tout à l'heure, et aussi par rapport au fait que je ne suis pas mangaka, je suis un auteur de BD franco-belge et que je n'ai rien à leur apporter comme valeur ajoutée sur du manga, parce qu'ils ont énormément de mangaka chez eux, ils n'ont pas besoin de moi. En revanche, je pouvais apporter quelque chose de différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir avec un autre format qui est le format qu'on maîtrise bien ici en France, qui est le format franco-belge. Donc tout ça, ça fait que Akita Shoten a pas tiqué, mais s'est dit « Ah, ça va peut-être être du coup difficile de le sortir chez nous ». Eh bien, malgré ça, lorsqu'on a envoyé les premières planches au Japon, les planches couleurs, Akita Shoten a trouvé ça vraiment super beau et nous a dit on a vraiment l'impression que c'est un livre d'art, un peu un artbook comme on peut avoir chez nous. C'est super beau. Et on va l'éditer nous-mêmes en respectant parfaitement non seulement la taille des pages, on ne va pas les redécouper ou quoi que ce soit, mais aussi le format. Et c'est ainsi que sur la plateforme de téléchargement qui s'appelle Manga Cross, qui appartient à Akita Shoten, a été publié chapitre par chapitre, 7 pages par 7 pages, toutes les semaines, les 3 tomes de Mémoire de l'Arcadia. Et c'est assez particulier parce que c'est la première fois que sur cette plateforme de téléchargement de manga, il y avait un album franco-belge dont ils ont respecté et la taille et le sens de lecture de gauche à droite. Tout ça, ils l'ont fait en respect de nous et de notre travail. Et je les en remercie d'ailleurs parce que j'ai été très touché de ça, quoi. Félicitations, c'est incroyable. Et pour changer de sujet, nous savons qu'en 2000, vous avez produit la bande-annonce de Saint Seiya Hades des Chevaliers du Zodiaque. Est-ce lié à l'origine de votre présence dans la nouvelle version francophone, un BD à venir des Chevaliers du Zodiaque, une série créée par Masami Kurumada? Et que pouvez-vous nous dévoiler par rapport à ces fantastiques projets dont le contenu, moi je pense, est encore confidentiel? Oui, c'est totalement confidentiel.